Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui, je reçois un invité d'honneur, je reçois Elie Hatem. Bonjour Elie, dites-moi, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et expliquer pourquoi vous avez accepté de donner un entretien au Parti de la France? Bonjour et merci de votre invitation. C'est un grand honneur pour moi de répondre à vos questions. La simple raison, c'est que le Parti de la France, c'est celui de la France. Et tout ce qui est pour la France est le mien. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ouvert à tous ceux qui luttent pour la France, qui œuvrent pour sauvegarder les valeurs françaises, l'identité française millénaire. Pour me présenter, je suis un simple avocat. Je suis très attiré par tout ce qui est politique depuis mon jeune âge et en particulier la politique internationale et la défense de tout ce qui est les spécificités nationales, les spécificités culturelles et des civilisations, en particulier avec la France, parce que quand même, il faut le dire, que les relations de ma famille avec la France ne datent pas d'aujourd'hui. Mon ancêtre, le cheikh Id Hatem, avait des relations particulières avec ce qu'on appelle la France officielle, avec lui Napoléon Bonaparte. Également, mon grand-père, c'était un ami du général de Gaulle. Bon, moi, j'ai pris un autre parcours qui est complètement donc différent, mais je conserve mes amitiés avec la plupart des politiques en France, que ce soit du temps le président Mitterrand et sa famille. Je suis toujours d'ailleurs très ami avec Jean-Christophe, donc avec son fils. La famille de Gaulle également avec Pierre de Gaulle, le petit-fils donc du général. Bien entendu Jean-Marie Le Pen, mais également Roland Dumas et d'autres personnalités politiques qui œuvrent et qui représentent surtout la France. Vous parlez beaucoup de personnalités républicaines, si j'ose dire, mais vous étiez également membre directeur de l'Action française. Est-ce que vous êtes attaché à la figure du roi? Alors, écoutez, c'est que, en fait, j'étais très ami avec Pierre Pujaut. Pierre Pujaut, c'est le fils de Maurice Pujaut, l'un des cofondateurs de l'Action française, et qui était aussi un ami de l'ancien président Jacques Chirac. Et Pierre Pujaut, donc, il a veillé un peu sur moi, sur mon éducation, et c'est grâce à lui que j'ai découvert Maurras et les idées, en fait, de l'Action française. Donc, j'ai été pris en charge, en quelque sorte, par Pierre Pujaut, jusqu'au moment où je suis devenu avocat inscrit au barreau de Paris. Et là, il m'a demandé d'être son avocat. Et donc, il avait créé, parce qu'il y a eu des petits problèmes donc juridiques internes au sein de l'Action française, une association qui s'appelle le Comité directeur de l'Action française. Bon, j'ai accepté par respect à Pierre Pujaut quand il m'a désigné membre de cette association, mais j'étais surtout l'avocat de Pierre Pujaut, comme j'étais aussi l'avocat donc de sa sœur. Mais il faut dire que je n'ai jamais dirigé en quoi que ce soit. Et puis je suis loin, si vous voulez, d'être acteur politique. Je suis beaucoup plus pour la réflexion, pour la pensée, pour les idées. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup écrit au sein donc du journal de l'Action française. Et bien sûr, ce qui est assez intéressant dans l'Action française, ce n'est pas simplement ce côté royaliste. C'est le côté, je dirais, nationaliste. Et il faut dire que Charles Maurras a transformé le nationalisme français, qui était une valeur de gauche avant, était devenu une valeur de droite. Et la conclusion finale de Charles Maurras, c'était que la meilleure solution, c'est le retour, en fait, à la France millénaire et surtout cette composition sociale donc de la France avec un roi fédérateur, avec des libertés en bas et une autorité en haut, autrement dit, accordée pour les provinces de France, chacune en fait son autonomie pour protéger ces différentes entités ou ces différentes identités françaises. Et éviter, tout à fait, parce que malheureusement, on voit que tout est concentré, il y a une centralisation jacobine en France et malheureusement, on a détruit ces spécificités régionales. C'est très rare aujourd'hui de trouver des gens qui parlent breton, qui parlent languedoc, etc. Tout à fait. Donc, il faut absolument préserver, en fait, cela. Et c'est Maurras qui parlait de ces spécificités. Et j'étais séduit par cette idée parce qu'on a des a priori quand on parle de Maurras, etc., que voilà, ce n'est pas sur la démocratie, etc. Mais Maurras n'était pas du tout contre les élections. Et c'est Maurras qui a dit « Je suis autant républicain qu'il y a des communes en France ». Autrement dit, il est pour une véritable représentation
du peuple français et le véritable, je dirais, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Autrement dit, au niveau régional, il faut absolument qu'il y ait des élections en dehors des partis politiques qui faussent. En fait, ça va vous déranger parce que vous êtes un parti politique, mais les partis politiques faussent en fait cette représentativité du pays réel. C'est que quand vous votez pour un parti et vous ne votez pas intuitu personae, c'est-à-dire selon les valeurs et puis les capacités et les compétences du candidat. Et vous êtes attiré plus par l'étiquette que par ses compétences personnelles. Alors que dans des élections locales en dehors des partis politiques, vous voterez selon les compétences du candidat, qu'est-ce qu'il peut apporter, et puis surtout qu'il y a un contact direct entre les électeurs et l'élu. Alors, au niveau des communes... Ça rappelle un peu un système nord-américain où écoutez, les partis n'ont pas... Je ne veux pas... Moi, j'aime pas trop comparer parce que la France a ses propres spécificités, elle a son histoire. Et selon, si vous voulez, la théorie du positivisme, donc en fait, et il faut voir une chose, c'est que il faut suivre l'histoire, il faut suivre l'évolution historique et sociologique de la France, et il faut avoir un système qui est inhérent à la société française, aux traditions françaises, pour sauver l'âme de la France, pour sauver l'identité de la France qui a été totalement bafouée. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis trouvé très proche donc des idées de l'Action française et de Pierre Pujaut. Mais bon, bien sûr, après la mort de Pierre Pujaut, l'Action française n'a plus de chef. Bon, il y a eu des conflits internes. Donc moi, je n'ai jamais eu véritable poste, je dirais, même si le titre, l'association, le comité directeur, bon, j'avais complètement démissionné il y a 2 ans de ça, et puis donc je suis beaucoup plus un homme libre, et pour la France, je suis dans la lignée donc de ma famille, la défense de cette relation séculaire ou millénaire, je dirais même, entre la France et le Liban, en particulier la communauté maronite à laquelle j'appartiens. Et il faut se souvenir d'une chose, c'était Saint Louis qui avait déclaré les maronites du Liban, ou les maronites en fait, ou la nation maronite, ou selon donc l'expression, c'est les millettes maronites, comme faisant partie de la nation française. Cette déclaration d'ailleurs de Saint Louis, elle a été reprise par Louis XIV, par Louis XV et par Louis XVI. Et c'est la raison pour laquelle les Libanais en général, et les maronites en particulier, se sentent comme faisant partie de la nation française, mais de la vraie nation française. Nous aspirons à cette France qui est la fille aînée de l'Église. Mais malheureusement, et je ne vous le cache pas, nous avons une très grande déception, pas simplement les maronites, mais les Libanais en général, de voir et de trouver que d'assister à la disparition de la France, et sentir également malheureusement une certaine trahison de la part de la France vis-à-vis du Liban, vis-à-vis des positions millénaires de la France par rapport au Liban, y compris même en 1967, en novembre 1967, le général de Gaulle avec ses déclarations qui sont aujourd'hui totalement oubliées, négligées par ce que j'appelle les néo-français, c'est-à-dire malheureusement, il faut dire les choses, c'est nous sentons qu'il y a un travail qui a été fait d'une part, et puis une certaine paresse chez les Français d'autre part, pour faire perdre la culture aux Français. Et nous avons des gens qui connaissent même plus l'histoire de France, des gens qui sont complètement perdus par les réseaux sociaux, par Internet, par des bribes. Il y a très peu de gens qui lisent et qui approfondissent l'histoire de la France et ses implications historiques. Et puis quand je dis que quand même la France a besoin de renouer avec ses amis historiques, c'est ce que Jacques Bainville a déjà écrit. Bon, les gens ne connaissent même pas qui est Bainville. La nation, tout à fait. L'histoire de France. Exactement. L'histoire de France, tout à fait. On parle beaucoup de régionalisme, on parle beaucoup de nationalisme également, mais on ne peut pas vraiment parler d'Élie Hatem sans parler de son impact, j'ai envie de dire, sur la scène internationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre rapport entre la France et d'autres nations? Vous savez, moi, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, je l'ai faite en France, sur le conflit chypriote
la question chypriote d'un point de vue juridique, sa nature et les perspectives. Et j'ai eu quand même des éminents professeurs tels que Pierre Pacté et Madame Le Morzelec, mais aussi celui qui m'a beaucoup aidé dans ma thèse et qui m'a pris en charge, c'est l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, qui est devenu par la suite le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc il m'a aidé d'un point de vue droit public, international public, sur une partie donc de ma thèse. La partie constitutionnelle, j'ai été épaulé par le professeur Pierre Pacté, qui était l'un des plus grands constitutionnalistes en France. Et donc, par Boutros-Ghali, j'ai eu un carnet d'adresses qui est assez important. C'est lui qui m'a présenté à beaucoup de personnalités politiques, pas simplement au niveau du Proche-Orient, mais au niveau international. C'est ce qui m'a permis d'avoir des contacts aussi bien à Chypre, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Afrique aussi, parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'Afrique, mais également dans le monde francophone, et ce qui m'a enrichi en fait mes différents contacts, parallèlement, bien entendu, à mes contacts en France, qui ont été, je dirais, une boîte de Pandore. Il suffit de connaître 2-3 personnes, et puis on vous fait connaître d'autres. On a parlé de votre présence également à l'Action française, vous avez parfaitement expliqué votre présence là-bas. Vous avez également rejoint Civitas. Quel est votre avis sur la dissolution de ce mouvement et de ce parti aujourd'hui? Oui, alors je vais vous dire, pour Civitas, en fait, c'est Jean-Marie Le Pen qui m'a présenté Alain Escada. Et Alain Escada qui était le dirigeant de Civitas. Et j'ai trouvé très intéressant la discussion que j'ai eue avec Alain Escada. Pourquoi ? Et je n'ai pas fait partie, en fait, de l'association Civitas, mais j'ai défendu devant les tribunaux quand je venais plus souvent en France, parce que je viens malheureusement de moins en moins, mais j'ai défendu Alain Escada donc devant les tribunaux, donc plutôt Civitas. Et ce qui est intéressant chez Civitas, c'est que j'ai constaté, et je constate, et je le vois de plus en plus, c'est que la France subit une défrancisation. Je m'explique. C'est que depuis la Révolution française, en particulier après mai 1968, nous avons l'impression que la culture française vit un malaise terrible. Je le vois au niveau linguistique, je le vois également au niveau culturel, c'est-à-dire les traditions, les valeurs françaises. Et j'en parlais avec Pierre de Gaulle, qui est le petit-fils du général de Gaulle. C'est que son grand-père était parmi ceux qui ont lutté pour la préservation de ces valeurs, de ces traditions, qu'on soit gaulliste ou qu'on ne le soit pas, mais quand même, il faut reconnaître que quand même, il y avait une certaine valeur. Donc, il y a les valeurs, il y a la tradition, il y a la culture française, donc complètement, je dirais, sont descendus crescendo pour disparaître progressivement, mais aussi, il y a la catholicité de la France. C'est que, il faut dire que cette laïcité à la française, ce n'est pas une séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est pas uniquement le respect de différentes religions, etc. C'est devenu une sorte de religion, d'une nouvelle religion qui s'impose aux Français et dont l'objectif principal, c'était de lutter contre le christianisme, mais en particulier contre la catholicité de la France. Et progressivement, nous avons assisté à une lutte contre l'Église catholique, un dénigrement des catholiques en France, la disparition des traditions et de la catholicité en France. Et je ne suis pas en train de prêcher, je ne suis pas du tout ni religieux ni rien du tout, mais simplement d'un point de vue, même je dirais extérieur, c'est que la religion et les traditions religieuses sont inhérentes aux sociétés. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, quand vous êtes dans un village ou quand vous traversez les rues, même à Paris, à chaque coin de rue, il y a une église catholique. Ça ne veut pas dire que nous rejetons nos frères protestants, qui sont une minorité par rapport à la majorité catholique, comme les catholiques sont une minorité par rapport à la majorité protestante en Angleterre. Ça ne veut pas dire que nous rejetons nos frères juifs, qui d'ailleurs sont plus anciens.
que les chrétiens en France, parce qu'il faut rappeler que du temps du judaïsme biblique, il y avait des conversions du temps des Romains. Et donc on avait tellement peur que le judaïsme devienne une religion assez importante que les Romains, en fait, combattaient les Juifs, interdisaient certaines choses, etc. Donc il y a des minorités, nous ne nions pas, mais ce qu'il faut respecter surtout cet aspect chrétien, cet aspect catholique, et puis surtout depuis le baptême de Clovis, où la France est devenue un pays catholique. Il ne faut pas avoir cette honte que les Français ont quand on vous posait la question, vous êtes catholique? Je ne suis rien. Alors, posez la question à d'autres personnes, ils disent non, moi je suis musulman, moi je suis juif, moi je suis protestant. Vous allez en Angleterre, ils disent I'm English, I'm Church of England. Moi je suis anglais, je suis anglican. Cette appartenance culturelle à une entité, ce que malheureusement la laïcité à la française, parce que même en Angleterre, on parle de cette laïcité à la française qui a détruit toute la France, cette laïcité républicaine qui veut absolument détruire les racines chrétiennes, les racines catholiques de la France. Et j'ai trouvé en Civitas ce côté qui veut redonner à la France cette identité, faire revivre cette identité culturellement chrétienne et catholique, surtout que la Russie a retrouvée après plusieurs années, vous savez, de communisme, que la Grèce préserve. Aujourd'hui, les grandes manifestations, et pas d'un point de vue religieux, mais il y a toujours des évêques ou des curés pour venir bénir, etc., pour montrer le caractère je dirais, orthodoxe de l'État grec. Or, en France, on a détruit cela et on s'étonne aujourd'hui de dire « Ah, il y a l'islamisation de la France ». Mais écoutez, il ne faut pas être négatif. Moi, je dis toujours, dans le combat nationaliste, ce n'est pas contre, il faudra œuvrer pour. Il faut œuvrer pour une France française, pour une France catholique. Catholique d'un point de vue culturel. Je ne suis pas il ne faut pas obliger les gens à aller, en fait, se baptiser s'ils ne veulent pas, ou s'ils sont, en fait, agnostiques, comme l'était Charles Maurras, par exemple, les obliger à aller à l'église ou de croire, mais appartenir à une culture catholique, c'est-à-dire cette culture qui est inhérente aux traditions françaises. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai défendu Civitas, et je trouve que ce combat est assez important pour préparer le terrain. Parce que aujourd'hui, vous avez des gens en qui on doit, mais oui, mais vous devez vous assimiler et vous intégrer. Mais assimiler à quoi? Quand il n'y a plus de Français, quand il n'y a plus de France, quand il n'y a plus de valeurs. Mais que voulez-vous? Que ces gens soit se convertissent à d'autres religions, soit qu'ils disparaissent, soit qu'ils dépriment et qu'ils se font attirer par des sectes, par des islamistes ou d'autres. C'est ça que je trouve en fait aberrant. Et c'est la raison pour laquelle ils font un travail de culture, refranciser les Français, les faire de nouveau aimer les valeurs et les traditions et l'histoire de la France. C'est ça qui est essentiel. Alors, pour ce qui est de la dissolution de Civitas, je regrette d'ailleurs qu'en France, on devienne un pays liberticide. Surtout avec des lois liberticides, la loi du communiste Guesso, en fait, on a l'impression d'être comme dans les pays de l'Est du temps de l'Union soviétique. Moi, je dis toujours, d'ailleurs, dans l'Occident, nous avons l'impression d'être sous une dictature sans dictateur apparent. Autrement dit, les gens ont peur, non pas simplement de s'exprimer, mais ils ont peur de penser, de réfléchir. Et je vous donne un exemple. Mon ami, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, qui était un grand ministre du temps de François Mitterrand, une fois été interrogé par un journaliste, Jean-Jacques Bourdin, sur BFM, et qui lui a posé une question, et qui a déplu à Jean-Jacques Bourdin, et il insistait, et puis quand Roland Dumas a répondu, et on a reproché cette question qui a été posée par Jean-Jacques Bourdin
à Roland Dumas, et quelle était sa réplique. Il a dit, moi je lui ai posé cette question, pas pour avoir sa réponse, mais pour avoir le fond de sa pensée. Autrement dit, on contrôle non pas simplement les expressions, mais le fond de la pensée. Autrement dit, il n'y a plus de liberté d'expression en France, alors que vous prenez un exemple, vous avez tout à l'heure fait une comparaison avec les États-Unis. Aux États-Unis, il y a le premier commandement constitutionnel de la Constitution qui donne beaucoup plus de liberté de parole et d'expression. Au Royaume-Uni, en Italie, dans les limitrophes même. Exactement, exactement. Alors, je trouve regrettable d'interdire et non pas de répondre, parce que on considère que la France est un pays de liberté et de liberté d'expression. S'il y a une déclaration qui déplaît, il faut répondre et expliquer et convaincre que là, mon adversaire a une idée qui n'est pas tout à fait correcte et qu'il faut la rectifier, mais il faut répondre par le dialogue et non pas par l'interdiction en secouant le carton rouge pour interdire les autres. Il y a des mouvements qui sont plus dangereux en France et que, je ne sais pas pour quelle raison, ne sont pas interdits. Je pense aux frères musulmans. Aux frères musulmans qui sont une confrérie, et comme son nom l'indique, une confrérie, ça sous-entend maçonnique, etc., parce que c'est la confrérie des frères musulmans, très inspirée d'ailleurs de la maçonnerie, et d'ailleurs pour faire partie des frères musulmans, on n'est pas obligé d'être musulman, d'ailleurs on peut être chrétien et musulman, et comme quand on est initié à la franc-maçonnerie, les gens entrent, et puis les yeux sont fermés, et puis on leur blinde les yeux, et puis ils jurent simplement sur un livre religieux, que ça soit les musulmans c'est le Coran, les chrétiens c'est l'évangile, et les juifs sur la Torah. Donc il n'y a pas une obligation religieuse. Mais néanmoins, c'est très dangereux parce qu'ils manipulent et ils créent ce qu'on renforce l'islam politique. Il n'a rien à voir d'ailleurs avec l'islam en tant que religion sœur, mais quand même, c'est compte tenu de ce qui se passe, de cette situation, de ce marasme et cette manipulation de la religion à des fins politiques. Nous avons vu le malheur, ce qui s'est passé en Syrie, en raison des frères musulmans, mais en raison d'autres mouvements politiques qui sont les salafistes. Donc, qui sont aussi un autre groupe très dangereux de l'islam politique. Encore une fois, ce n'est pas l'islam, c'est l'islam politique. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle que je me dis, c'est que ces mouvements sont beaucoup plus dangereux parce qu'ils agissent avec des actes de violence en manipulant certains esprits. Et ce sont ces mouvements qu'il faut interdire et non pas des autres qui, peut-être, ont un discours qui déplaît, mais dans ce cas-là, il faut corriger, leur demander de corriger, il y a des tribunaux pour cela, mais interdire simplement, purement ou simplement, et je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison, parce que je n'ai pas suivi, ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu en France. C'est Pierre Hillard, qui n'avait même pas partie de Civitas d'ailleurs, qui avait dit pendant une conférence organisée par Civitas des choses sur la Seconde Guerre mondiale et les Juifs notamment. Ah oui, bon, c'est un sujet donc tabou en France, effectivement, mais ce qu'il y a, c'est que il n'était pas, comme vous avez dit, membre de Civitas. Bon, encore une fois, donc s'il était intervenu, je ne sais pas, au sein des Républicains, invité pour parler, il a pris ses propos. Est-ce qu'on interdit le parti qui l'a invité ou on mène une action contre l'auteur en expliquant que ses propos ne sont pas conformes à la législation? Une loi de 1936, vous savez que maintenant le gouvernement peut dissoudre depuis 1936 n'importe quel mouvement ou n'importe quel parti, n'importe quelle milice, il considère comme milice, sans nécessairement besoin de décision de tribunal. Et Civitas, ça fait partie des mouvements qui ont été... Il y en a eu plein d'autres, hein. Il y a eu la division Martel récemment, par exemple, il y a quelques semaines, qui a été également dissoute. Et le Parti de la France, nous, on espère ne pas être dissous. Et on fait tout pour ne pas l'être, dans le sens où on est prudent sur certains mots. Tout à fait. J'aurais aimé savoir aussi, Alain Bauer, et Éric Zemmour aussi d'ailleurs, disaient que la laïcité, c'était la religion de la République. Et est-ce que vous pensez que la religiosité peut être un moteur d'engagement politique? On voit bien que depuis que la France a changé de religion,
parce que c'est littéralement ça, les idées ne sont plus les mêmes. Vous êtes anti-avortement, par exemple, vous êtes contre le mariage pour les homosexuels. Vous pensez réellement aussi que la religiosité peut être un moteur pour les idées politiques et l'engagement? Alors vous savez, il y a deux choses dans la religion. C'est que il y a le fait d'être spirituellement catholique ou chrétien, et vous avez également je dirais, un travail pour que la chrétienté et la catholicité qui est inhérente à la société française, et je le dis et je le répète, parce que c'est la réalité. Quand vous vous promenez dans n'importe quel village, quand vous traversez dans n'importe quelle ville, vous voyez une église catholique. Donc, nous avons une culture, que nous le veillons ou pas, qui est une culture chrétienne catholique. Comme les Anglais, les anglo-saxons disent qu'ils ont une culture judéo-chrétienne, parce que vous savez que le protestantisme a eu certains liens avec le judaïsme, donc ils disent qu'ils sont judéo-chrétiens. Alors que dans le monde catholique, nous disons que nous appartenons à une civilisation, une culture chrétienne catholique. Comme les orthodoxes, d'ailleurs c'est pareil, ils ne parlent pas de judéo-christianisme, ils parlent de christianisme. Eh bien la France, c'est un pays catholique. Et il faut œuvrer pour reconquérir cet aspect culturel. Et je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas avoir honte, surtout qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pays, tels que le Liban, tels que pas mal de pays d'Amérique latine, qui croient toujours que la France, c'est la fille aînée de l'Église et elle est à la tête du monde catholique. Parce que vous savez, il y a aujourd'hui un monde protestant, d'ailleurs qui est toujours en lutte contre l'ancien monde catholique, qui est complètement perdu d'ailleurs, et le monde orthodoxe qui a résurgi grâce à la Russie. Parce qu'il faut le dire, que la Russie, depuis la chute du communisme, a retrouvé son identité chrétienne orthodoxe. Et Moscou, elle est à la tête de ce monde orthodoxe, comme était Constantinople à l'époque, comme vous le savez, à la tête du monde orthodoxe. Bon, ça a été transmis après à Kiev et puis à Moscou. Et aujourd'hui, Moscou est devenu à la tête de ce monde orthodoxe. Les chiites, ils ont Téhéran, ils ont l'Iran qui est à la tête du monde chiite. Bon, les sunnites, c'est différent parce qu'ils sont très divisés. Il y a plusieurs branches, il y a une dizaine entre les Hanafis, voilà, tout à fait. Il y a les différentes églises, mais il y a aussi les différents rites, pour ne pas dire les églises. Il y a des différents rites, mais il y a aussi des tendances, je dirais, ethniques, etc. Parce que vous avez les Turcs qui prétendent reprendre le califat, vous avez les Arabes qui essayent, avec l'Arabie Saoudite, de dire que nous sommes quand même les héritiers en quelque sorte. Ben voilà. Vous avez des autres tendances en disant que oui, c'est les salafistes, et puis vous avez les frères musulmans. Ben, il y a aussi tout à fait les Malikites, par exemple, qui sont les voisins de l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., qui ne sont pas du tout wahhabites, et qu'ils trouvent de très très mauvais œil, en fait, qu'il y a une domination plutôt wahhabite sur le monde malékite. Et vous avez bien sûr les soufis qui, eux, ne sont pas pour un califat, etc. Donc c'est très compliqué. Donc, mais nous, les catholiques, moi, ça ne m'intéresse pas. Nos frères musulmans, nos frères juifs, nos frères orthodoxes ou protestants. Mais ce qui m'intéresse, moi, en tant que chrétien, en tant que catholique, c'est nous. En tant que catholique, c'est que la France redevienne la mère ou la puissance mère de cette catholicité politique à laquelle nous aspirons. Vous allez me dire, il y a le pape, il y a le Vatican, mais ça c'est spirituel, c'est religieux. Moi je parle d'un point de vue politique, comme l'a toujours été la France, le défenseur de ce monde chrétien et catholique, qui aujourd'hui, il faut le dire, avec cette perte de la place de la France et de ce travail de la France, beaucoup de chrétiens catholiques se retournent vers la Russie, qui défend le plus les catholiques dans le monde que les autres pays, les autres puissances. Parce que l'Italie, il faut dire, elle ne travaille pas pour ça. Bon, l'Argentine un peu, mais très peu, tout à fait, un peu l'Argentine. La Pologne, qui est malheureusement totalement inféodée au monde anglo-saxon, qui est dominé par les États-Unis, parce qu'il faut dire que nous avons un adversaire de poids en face de nous. Cet adversaire de poids, c'est toujours le monde anglo-saxon. C'est peut-être pas la Grande-Bretagne en tant que telle, mais l'héritier de la Grande-Bretagne sont les États-Unis, tout à fait, qui ont toujours la même stratégie
politique. Nous l'avons vu, toute cette œuvre pour écarter la France de l'Afrique. Tout ce bras de fer qui est fait à l'encontre de nos intérêts. Les intérêts de la France, soit au Moyen-Orient, avec les pays arabes, en Afrique, en Russie, en Europe de l'Est. Aujourd'hui, on fait tout pour écarter la France et puis lui réduire son poids sur la scène internationale. Donc, c'est la raison pour laquelle je plaide pour ma chapelle et pour la conservation de la catholicité. Encore une fois, je ne suis pas un curé ou un théologue pour prêcher la foi chrétienne. Non, je ne fais pas comme les évangélistes américains. Simplement, je dis que pour la France a besoin de renouer avec la chrétienté, la catholicité, et que les principales institutions et le véritable pouvoir soient détenus par des Français, des chrétiens, des catholiques. Ce qui est tout à fait normal, comme en Russie, un pays orthodoxe, comme en Angleterre, les plus hautes fonctions donc, de l'État sont préservées par l'Église anglicane, comme en Iran, tout en reconnaissant le droit aux différentes minorités, les juifs, les chrétiens, les arméniens, etc., mais le principal pouvoir est maintenu par les chiites. La même chose pour la France, que la France redevienne ce qu'elle était dans le respect des autres religions, dans le respect des autres minorités, et le problème sera résolu, qui est celui de la défense de notre identité millénaire, et en encourageant, bien entendu, les différences entre les différentes provinces françaises, et qu'il faut absolument préserver leur culture, parce que comme vous l'avez très bien souligné, Alexandre, aujourd'hui, nous constatons sur le terrain une perdition. Pourquoi ? À cause de ce jacobinisme qui est destructeur des identités régionales. Vous avez organisé plusieurs voyages pour Jean-Marie Le Pen, notamment au Liban, ainsi qu'à Marine Le Pen. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce pays et sur sa situation actuelle? Alors j'ai été avec Jean-Marie Le Pen, bon c'est un coup extraordinaire parce qu'on s'est dit, le week-end prochain on va le passer où? C'était au Liban. Bon, j'ai été aussi l'accompagner, organiser pas mal d'autres voyages au Moyen-Orient, dans d'autres pays, notamment même aussi à Chypre. En Grèce, en Turquie, on a fait pas mal de voyages politiques, ça je parle du politique, mais pas simplement les vacances. Et effectivement, c'était un voyage qui était très médiatisé, surtout son voyage au Liban. Alors, la situation au Liban, c'est assez compliqué à être comprise en France. Pourquoi? Parce que je le dis toujours. Je vous parlais tout à l'heure, la France, un pays chrétien catholique. Je signe et je persiste. Le Liban, c'est une autre problématique. La Palestine est une autre problématique. La Syrie est une autre problématique. La Jordanie aussi. Le Liban est un pays multiconfessionnel. Autrement dit, il y a différentes communautés religieuses ou ethniques qui sont venues au Liban. Nous, par exemple, les Maronites, on a été pourchassés, massacrés par nos frères chrétiens jacobites, et qui ont détruit d'ailleurs le couvent de Saint-Maron, en Syrie. Et d'ailleurs, nous devons notre protection à Mouawiya, qui était le calife omeyyade en Syrie. Et d'ailleurs, l'expression, quand on dit la dhimmitude ou les dhimmis, il y a un sens péjoratif. C'était pas du tout péjoratif. C'était dhimmi, ça vient de dam, c'est-à-dire de sang. Et c'était la première fois où cette expression a été utilisée, c'était par Mouawiya, en disant, écoutez, moi je vous défends, je vous protège en versant mon sang pour vous protéger contre les jacobites. Par la suite, nous avons été également, il y a eu des attaques et des massacres de la part de nos frères chrétiens byzantins, parce que les maronites ont toujours suivi l'Église Rome, l'Église catholique, et donc nous sommes considérés comme étant catholiques. Et par la suite, c'était les Mamelouks dans leur lutte contre les Fatimides. Et comme vous le savez, dans le Kesrouan, au Liban, il y avait des chiites. Alors, ils ont été en fait expulsés du Metn et du Kesrouan vers le sud du Liban. Et les Mamelouks ont fait appel aux Maronites pour venir s'installer dans le Kesrouan. Bon, il y avait également les Mardaïtes dans le nord qui ont été convertis également au maronitisme, mais il y a aussi d'autres conversions. Il y a eu les chiites, les maronites, les orthodoxes,
qui sont sur le littoral, qui sont la plupart, il y avait des Grecs orthodoxes, mais il y avait les orthodoxes russes, et j'en parle, il y a 17 communautés religieuses qui sont au Liban. Il y a les Druzes, qui sont aussi, c'est une religion qui a été issue, créée par deux musulmans du temps des Fatimides, mais qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'islam, parce que c'est une religion complètement indépendante. C'est comme si je vous dis le christianisme ou c'est du judaïsme parce que le Christ était juif. Bon, non, ça, il y a une rupture, il est venu compléter, etc. Bon, j'entre pas dans le détail, mais les Druzes, c'est pareil. Donc, cet ensemble des communautés ont toujours vécu ensemble, du temps de la principauté au Liban. En 1860, d'ailleurs, il y a eu des heurts entre les communautés, entre les Druzes et les Maronites en particulier. Et mon ancêtre, le cher Id Hatem, grâce d'ailleurs à lui, Napoléon Bonaparte, il a été nommé administrateur général du Mont-Liban et il devait restaurer la monarchie, mais au lieu que ce soit un Druze, prince du Liban, ça devait être un Maronite, parce que nos relations ont toujours été avec la France. À la fin de la Première Guerre mondiale, la France est venue, grâce d'ailleurs à l'intervention du patriarche Owaïek, patriarche maronite, auprès de la conférence de Paris, et la France a aidé les Libanais à recouvrir de nouveau les frontières du Grand Liban tel qu'il a été depuis Fakhreddin, depuis je dirais le XVIe siècle. Donc il y a eu une restauration des frontières du Grand Liban, qui d'ailleurs, et comme vous le savez, est citée plus de 100 fois dans la Bible, alors que la France n'est citée même pas une seule fois. Je plaisante. Non, mais simplement pour vous dire que cette entité libanaise, c'est une entité historique, multiconfessionnelle, très compliquée pour être comprise par un Français. Donc ça n'a rien à voir avec la problématique en France, comme d'ailleurs la Palestine. La Palestine et le problème palestinien, on a une incompréhension totale, parce que la question palestinienne, par exemple, qu'est-ce qui a alerté l'opinion publique sur la situation et sur cette immigration massive de communautés juives qui ont été persécutées en Europe, en particulier en Europe de l'Est, et qui sont venues au début du 19e siècle, avant même la création du sionisme ou de l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, par Theodor Herzl en 1897. Il y avait déjà les amants de Sion. Les amants de Sion, c'était les premières idées sionistes. C'est le retour, en fait, à Sion. Et il y a eu les premiers Bilouim qui sont venus s'installer. D'ailleurs, les premières, si vous voulez, les premiers colons, si vous voulez, en 1830, en Palestine. C'était la terre de Palestine. C'était la Palestine, d'ailleurs. Et puis, donc, ce sont les chrétiens, tels que Najib Nassar, tels que Georges Antonius, tels que les frères Sakakini et d'autres qui alertaient l'opinion publique en disant « Attendez, c'est comme en France d'ailleurs. » Moi, je fais le parallélisme avec la France, avec comme Jean-Marie Le Pen. Il y avait des gens qui alertaient l'opinion. On disait « Attention !» Et surtout à leurs frères musulmans qui s'en foutaient en fait un peu. Bon, oui, parce que vous savez, il y a je dirais, un rapprochement, je dirais, entre les musulmans et les juifs, qu'il n'y avait pas trop du temps des chrétiens, surtout au 19e siècle. Il y avait toujours cette histoire, je ne dirais pas de l'antijudaïsme, parce que l'antijudaïsme, on l'a vu plus dans les pays de l'Europe de l'Est, mais pas du tout chez les Arabes en général, et en particulier chez les chrétiens arabes. Très proche pour la dynastie abbasside, par exemple. Tout à fait, parce que c'est pour ça d'ailleurs que je dis, c'est que on n'a jamais vu de lutte entre les musulmans et les juifs. Il n'y a jamais eu de pogrom de juifs dans des pays musulmans, et même d'ailleurs, il n'y a pas eu de pogrom et de massacres chrétiens dans les pays musulmans. C'est pour ça que vous voyez, il y a toujours des minorités chrétiennes de tout. C'est que vous allez en Irak, vous allez en Syrie, vous allez en Égypte, vous allez en Iran, alors que vous allez en Russie, la Russie, parce qu'il faut reconnaître les choses quand même, on a eu des luttes entre les catholiques et les orthodoxes. Pareil en Serbie, tout à fait, mais en Grèce d'ailleurs. Alors on me pose la question, vous êtes chrétien ou maronite? Parce que maronite, pour eux, c'est pas chrétien. Le chrétien, c'est l'orthodoxe. Bon, vous avez une parenthèse. Mais nous sommes pareils. Vous savez, la Sainte Barthélemy en France, oui. Pareil vis-à-vis des protestants. Et en Angleterre, ma mère qui vit là-bas,
moi je rase les murs et je n'ose pas dire que je suis catholique. Bon, j'essaye de fuir pour... Donc, il y a toujours ça, mais moins dans les pays donc à majorité musulmane. Donc, je retourne à la Palestine, parce que c'est un peu comme le Liban. Donc, il y avait c'était les chrétiens qui ont alerté. Et puis après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a eu l'OSM avant. Donc, les amants de Sion, les premiers Bilouim, les chrétiens qui alertaient l'opinion publique. Attention, il y a une immigration massive qui risque de créer un problème. Et un jour ou l'autre, ces immigrés vont se retrouver en étant la majorité et ils vont proclamer un État. Et c'est le chrétien Najib Nassar qui écrivait un jour, il était là, il voyait des filles qui portaient des fleurs, etc. Et puis, elles faisaient des collectes d'argent. Et puis, c'était pourquoi? C'était pour la création d'un État juif. Et ça, c'était avant la création de l'OSM, l'organisation du sionisme mondial, pour vous dire que l'idée était très ancienne. Bon, après, il y a eu l'organisation du sionisme mondial qui a été créée à l'issue de l'affaire Dreyfus en France. Et puis, après, il y a eu la fameuse, la promesse de Lord Balfour, toujours les Anglais, les Anglo-Saxons. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce jeu anglo-saxon de déstabilisation donc des différents pays. Et puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale avec les différents malheurs que les communautés juives dans les pays en Europe ont subi. Et donc il y a eu donc la création de l'État israélien. Et donc c'est pour ça encore une fois que sont encore les chrétiens palestiniens qui étaient les premiers à s'organiser, à organiser une résistance contre l'occupant. Et ils ont imité, en fait, la résistance française. Et c'est pour ça que vous avez tous des chrétiens, inspirés d'ailleurs par Constantin Zrek, qui est un chrétien orthodoxe d'ailleurs. Il y avait Georges Habash, qui a créé en fait la FPLP. Il y avait Naïef Awatmé, qui aussi, c'était un grec catholique, un melkite, un chrétien. Tous les résistants palestiniens, en fait, la résistance. Et l'OLP était une création purement à 90% de chrétiens. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Israéliens ont créé, et c'est eux d'ailleurs qui le reconnaissent, ont créé le Hamas en pensant que le Hamas va écarter de plus en plus les chrétiens et puis va organiser une résistance islamique. Donc, on va pouvoir assimiler la résistance palestinienne à l'islam et dire que les Palestiniens égalent des Arabes, égalent des musulmans, et nous luttons contre non pas simplement les musulmans, mais les islamistes. Or, la réalité sur le terrain est tout autre, c'est que il y a beaucoup de chrétiens qui soutiennent aujourd'hui le Hamas. Vous avez des députés chrétiens au sein du Hamas, et il y a ce sentiment de répulsion, je dirais, chez les chrétiens. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas accepté, facilement digéré la soumission du Fatah aux Israéliens. Et c'est comme en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils considèrent que le Fatah a fait de la collaboration avec l'occupant israélien. Et ils se sont retournés, ils ne sont pas d'accord avec les idées du Hamas. Mais c'est comme sous la résistance française, dans la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle n'était pas du tout communiste, ni pro-communiste. Mais il avait besoin dans la résistance des communistes pour mener une lutte nationale de libération de la France contre l'ennemi allemand. Et les chrétiens palestiniens mènent cette lutte, ont besoin de différents groupes qui utilisent cette résistance armée pour libérer leur territoire, surtout qu'ils sont complètement brimés en Palestine. Comme vous le savez, vous voyez tous les patriarches, les évêques d'ailleurs et chrétiens qui sont à Jérusalem, qui dénoncent les exactions qui sont faites à l'encontre des chrétiens. Il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont pris la fuite et qui sont installés à Gaza aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Et il y a 1500 chrétiens qui avaient quitté depuis un certain temps les territoires israéliens pour se rendre à Gaza, même si c'est une sorte de ghetto à ciel ouvert, comme a dit Jean-Marie Le Pen en 2018 dans sa fameuse déclaration, mais qui trouvaient qu'ils veulent
pratiquer, ils veulent exercer plus librement, en fait, leur foi, etc. Et non pas se voir cracher sur le visage. Alors, dans certaines églises, c'est très mal vu. Vous avez certains extrémistes juifs qui entrent dans les églises et qui urinent dans les bénitiers. Vous voyez également les croix qui sont les cimetières profanés, les croix cassées, des attaques en pleine messe. Vous avez vu quand même cette journaliste Shireen Abu Akleh, une chrétienne orthodoxe, qui essayait il y a quelques années, il y a 2 ans ou 3 ans, de couvrir Pâques orthodoxe, et elle a été assassinée par l'armée israélienne. Pire encore, c'est que le jour de ses obsèques, quand on a sorti son corps pour l'amener à l'église pour la cérémonie religieuse, il y a eu une bagarre entre les soldats israéliens avec sa famille, qui sortaient donc le cercueil, d'ailleurs de l'hôpital Hôtel-Dieu de France, et ils ont failli mettre le cercueil à terre, le faire tomber par terre. Et vous voyez, il y a toutes les images que vous pouvez voir sur Internet. Donc, c'est la raison pour laquelle, je vous dis, c'est un contexte qui est complètement différent. Comme la Palestine, comme la Syrie, comme ailleurs, au Liban, il y a une volonté de coexistence intercommunautaire, et il y a par ailleurs une lutte extérieure. Il y a des projets politiques pour détruire cette spécificité libanaise, comme pour détruire la Palestine, comme pour d'ailleurs détruire la Syrie, et pour créer des différentes entités, soit confessionnelles ou ethniques. Confessionnelles, bon, le territoire est très simple au Liban, parce que les maronites, les orthodoxes, je parle chez les chrétiens, les sunnites, les chiites chez les musulmans, les druzes, et j'en passe, mais c'est complètement illusoire. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est créer des tensions interminables. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Syrie, entre le gouvernement et les différentes factions. Et puis après, c'est transformé entre les alaouites et les sunnites, entre les sunnites et les druzes, les alaouites et les druzes. Et puis j'en passe. Et puis il y a sa création de Daesh. Vous savez, cet État islamique que d'ailleurs Donald Trump a dit, le fondateur n'est autre que Barack Obama et la cofondatrice, c'est Madame Hillary Clinton. C'était pendant sa première campagne présidentielle. Et d'ailleurs, Madame Hillary Clinton qui a reconnu dans Hard Choices, dans son livre, que les Américains, donc l'administration de M. Obama, qui avait misé sur le renforcement des islamistes. Et d'ailleurs, un troisième exemple là-dessus, qui est très intéressant, c'est l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui avait donc insisté sur les Israéliens d'arrêter leur soutien à Daesh, et c'était au cours donc de son mandat aux Nations Unies. Donc, il y a ce projet. Et je vous donne un exemple personnel, ce qui m'est arrivé, et ça, je ne peux jamais l'oublier. Ils montaient des gens, les communautés les unes contre les autres. Ils créaient cette haine, cette crainte, cette peur pour fomenter les coups. Et je me souviens, j'étais dans un dîner chez Boutros Boutros-Ghali à New York quand il était secrétaire général des Nations Unies. C'était en 1993. Il y avait Henry Kissinger. Henry Kissinger, c'était le secrétaire d'État américain qui vient de mourir et avec qui je discutais. Et puis il me regardait comme ça. Il m'a dit, vous, le chrétien libanais, oubliez le Liban. Oubliez ce pays. Venez, on peut vous donner une nationalité américaine ou restez en Europe ou ailleurs. Le Liban va devenir un État musulman chiite. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il préparait à l'avance une sorte d'aide pour monter en puissance les chiites, le Hezbollah, faire de lui une très grande puissance et se dire, voilà, le Hezbollah va s'attaquer aux sunnites, il va s'attaquer aux chrétiens, il va tout massacrer et on va créer un État chiite à côté d'Israël, parce que les relations toujours historiques entre les chiites, entre la Perse, parce que les chiites libanais sont liés à la Perse, à l'Iran, et les relations entre les Juifs et les Perses depuis donc Cyrus II, donc parce que vous savez qu'il y a eu des déportations des Juifs par Nabuchodonosor, et puis après il y a une libération par Cyrus II, et ça va permettre d'avoir une certaine sécurité pour Israël. Mais en réalité,
ça se complique beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a une volonté libanaise de ne plus entrer dans une guerre civile. Il y a un soutien total de l'exemple libanais multiconfessionnel. Et puis, si c'est le Hezbollah aujourd'hui qui défend l'intégralité ou l'intégrité territoriale du Liban, et les Libanais tous seront derrière lui. Je vous donne un exemple. La fille de Béchir Gemayel, Youmna Gemayel, qui a été assassinée en 1982, et c'était le chef de la résistance chrétienne des forces libanaises au Liban, qui prenait de protéger les frontières du Liban, les 10 452 km². Elle a déclaré, elle le réitère, et elle travaille pour ça, elle dit aujourd'hui, au-delà de nos différences politiques, confessionnelles ou de politique, de partis politiques, des dissensions, parce qu'il y a une double démocratie au Liban. Vous avez la démocratie des communautés ou des confessions, et vous avez celle des partis politiques. Et elle a dit, au-delà de tout cela, nous allons être tous liés ensemble pour préserver les 10 452 km². Et l'idée aujourd'hui, c'est pourquoi aider les Palestiniens? On a tellement peur d'une nouvelle déportation. Vous savez, en 1947, c'était les chrétiens palestiniens qui ont été déportés avec des massacres qui ont eu lieu par les Israéliens contre les chrétiens palestiniens qui ont été déportés au Liban. Après, il y a eu une déportation en 1948 des musulmans palestiniens. Et il y a aujourd'hui des réfugiés palestiniens apatrides qui se trouvent au Liban. Et il y a des réfugiés syriens qui sont venus de Syrie. Aujourd'hui, il y a plus de 2,5 millions de réfugiés syriens au Liban. Il y a peut-être 500 000 aussi encore Palestiniens qui sont restés au Liban. Donc 3 millions, presque plus que la moitié de la population libanaise étrangère. On a peur d'une naturalisation de ces populations, et ce qui crée un véritable problème. Et c'est pour ça que dans l'intérêt aujourd'hui de Liban, c'est d'aider les Palestiniens à résister et à sauvegarder en fait leur présence en Palestine, et de régler nos problèmes à l'intérieur, bon, bien sûr, en se retournant vers d'autres puissances que l'Occident, parce que l'Occident a beaucoup déçu les Libanais, donc d'une part les Américains, qui ont créé la crise financière en supprimant les aides du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, en créant une crise économique, en agissant par les acteurs internes, comme en France d'ailleurs, et qui sont les vassaux donc de ceux de leurs mécènes, et qui a créé en fait une crise politico-financière et économique dans le pays. Et donc, la France nous a déçus parce que, vous savez, elle a complètement disparu, malheureusement, la scène. Elle n'est plus en Syrie, elle n'a plus rien au Liban. Bon, le président Macron déclare quelque chose et son opposé après. On ne sait plus sur quel pied danser. La France qui, soi-disant, soutenait le Liban, etc. Nous avons vu une politique française pro-israélienne. Ça, c'est du jamais vu pour le Liban. Quand je pense à la fameuse conférence de presse du général de Gaulle de novembre 1967, il va se retourner donc dans sa tombe. Le Liban, le bastion donc de la France, c'est une déception. Alors, c'est rare. Je vais vous donner cette interview. Il y a beaucoup de gens, en français, en langue française, que je voulais dire, beaucoup de Libanais qui veulent plus parler français. Pourquoi? Même moi, j'étais le conseil de Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général des Nations Unies. Je dis, nous sommes complètement déçus. Le monde francophone déçu de la France. Il y a ce sentiment, nous avons perdu du temps. Aujourd'hui, notre intérêt en tant que Libanais, en tant que chrétiens d'Orient, de nous retourner vers la Russie. Et c'est elle qui préserve plus les identités nationales, les spécificités, les chrétiens d'Orient. La France, malheureusement, a retourné sa veste. Et aujourd'hui, elle est pro-israélienne. Alors je me demande, qu'est-ce que les Israéliens vont acheter de la France? Une boîte de cartouches? Même pas. Ils achèteront ça de leurs alliés américains, parce que leurs fusils, ce sont des fusils américains. Leur armée, c'est américaine. Donc ils vont négocier. Et nous, en tant que Libanais, si nous voulons négocier avec les Israéliens, nous n'allons pas passer par la France. Nous passerons directement par l'intermédiaire, on traverse la frontière, où il y aura une médiation, et on négocie directement avec Israël. Et qui est le perdant? C'est la France. Je m'emporte. Pourquoi? Parce que j'aime la France. Parce que je suis fidèle à l'histoire traditionnelle de ma famille, de mon pays avec la France. Et je vois cette trahison
et ça m'exaspère. Très bien. Autre vie peut-être, vous avez été très brièvement professeur de droit à l'université. J'aurais aimé savoir, vu que vous aimez beaucoup la France, qu'est-ce que vous avez pensé du système universitaire français? Alors, vous savez, j'ai enseigné beaucoup dans plusieurs universités, y compris en France, dans plusieurs établissements universitaires ou même dans le privé. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une crise culturelle, une crise qu'on voit également au niveau de l'éducation. Il y a une baisse du niveau. Et ça aussi, ça me chagrine, parce que quand je vois que les Français ne savent plus écrire le français, les Français ne savent plus parler le français. Moi, je parle les 6 langues et j'essaye de sauvegarder les expressions. Quand je vous parle en français, je n'utilise pas des expressions en anglais, je ne fais pas de l'anglicisme. Et pareil, quand je parle en arabe, j'évite, comme certains Libanais le font, introduire des termes de l'anglais, du français, du grec, etc. Et quand je parle le grec, j'essaye je parle le doma, bien sûr, mais j'essaye de respecter la langue avec ses principes. Donc, je vois que même il y a certains jugements, je suis obligé de faire des requêtes en interprétation devant le juge parce que je n'arrive pas à faire exécuter les décisions qui sont très mal écrites. Et cela est dû. Aujourd'hui, nous avons des magistrats, nous avons des confrères, des avocats, des gens donc qui sont quand même qui ont fait des études supérieures et qui ne savent plus écrire, avec des fautes de syntaxe, des fautes de réflexion en français. Donc effectivement, vous êtes en droit, vous travaillez dans le domaine du droit et vous êtes avocat notamment pour la famille Al-Assad en Syrie. J'aurais aimé savoir si vous aviez quelques petites anecdotes à nous raconter. Vous savez, j'ai eu, en tant qu'avocat pénaliste, mon premier dossier, c'était avec Bob Denard. Et j'ai défendu Bob Denard et c'était drôle parce que je l'ai rencontré en venant des Comores où c'était Pierre Pugeot, le patron de l'Action française, qui m'avait envoyé pour un référendum d'autodétermination de l'une des îles de l'archipel des Comores. C'était en Jouan, qu'à un moment donné, elle a voulu se rattacher à la France, et puis on les a conseillés plutôt pour une autodétermination, parce que sinon la France va être accusée de recoloniser ses anciennes colonies. Et donc, en France, j'ai rencontré Bob et nous avons sympathisé. Et le courant s'est très bien passé et nous sommes devenus de très grands amis. Et je suis devenu son avocat au pénal. Et je ne savais pas que cette affaire allait me conduire à être spécialiste en droit pénal. Et c'est comme ça que les choses se sont enchaînées. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai été l'avocat de la famille Al-Assad et j'ai même, et c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai fait rencontrer Bob Denard et à Rifat El-Assad. Et d'ailleurs, le courant s'est très très bien passé. Et donc, sur la famille El-Assad, il n'y a pas de grandes anecdotes, mais c'est que si vous voulez, il y a plus de tristesse, que ça soit dans le cas de Bob Denard ou dans le cas de Rifat El-Assad. Pourquoi? Et je le dis en toute liberté, si vous me le permettez, c'est que Bob Denard, qui se disait corsaire de la République, quelqu'un qui a sacrifié toute sa carrière pour la France, a été lâché par la République. Ce n'est pas parce que je suis royaliste que j'attaque la République, mais c'était lui qui a été déçu. J'ai eu beaucoup de difficultés pour prouver devant l'administration fiscale que Robert Denard, c'était Bob Denard. Il avait reçu de l'argent parce qu'il travaillait sur les ordres sur ordre des services français pour faire une opération aux Comores. Eh bien, le fisc a considéré que cet argent qui est arrivé comme étant un revenu. Et moi, je dirais qu'on ne pouvait pas avoir un papier, si vous voulez, une preuve sur l'origine donc de ces fonds, parce que quand même, il travaillait, il répondait à l'autorité légitime. Et c'est très difficile que l'État puisse donner une attestation comme quoi il travaillait pour les services français, pour la DGSE à l'époque. Et donc, il a été sacrifié, il a tout perdu avant sa mort, mais heureusement qu'il a été malade, il a eu la maladie d'Alzheimer, et il est parti sans se rendre compte, mais il a eu une déception, et tous ses biens ont été saisis, comme d'ailleurs Rifat El-Assad,
qui, au bout de 37 ans de séjour en France, où il est venu à l'issue d'une discussion entre l'ancien président François Mitterrand et Hafez el-Assad, son frère, qui était le président de Syrie. Il y avait un conflit, un litige entre lui et son frère avait tellement peur qu'il fasse un coup d'État contre lui et qu'il prenne le pouvoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y avait une négociation avec la France, que la France le prenne en charge et qu'il vienne habiter en France, mais en contrepartie, le gouvernement syrien, c'est-à-dire son frère, Hafez el-Assad, et l'État, lui envoie de l'argent pour couvrir ses frais en France. La France, simplement, c'est le lieu, et puis, ce qui est normal, c'est pas le contribuable français qui doit payer les frais de séjour de Rifat el-Assad. Par la suite, il y a eu le prince Abdallah qui est devenu le roi d'Arabie Saoudite, le roi Abdallah. Avant de devenir roi, il lui payait quand même un mouvement, je dirais, d'opposition à son frère, Rifat el-Assad. Et il recevait tous les 3 mois $1 million, ce qui était assez important. Donc, au bout de 37 ans, j'ai demandé toutes les banques, aucune banque n'était capable de nous donner une attestation sur l'origine des fonds parce que ils n'ont plus d'archives. Comment voulez-vous retrouver des archives 37 ans après? Et là, il a été condamné pour biens mal acquis et ces biens, au bout de 37 ans, ont été saisis par l'État pour des questions plutôt politiques parce que c'est le procès de l'oncle de Bachar, le président syrien Bachar el-Assad, Monsieur Rifat el-Assad. Donc c'est le procès de l'oncle du président de la Syrie, bien qu'ils étaient en fait opposés l'un à l'autre. Bien triste histoire. Je crois savoir que vous avez quelques liens avec la Russie. Vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors comme je vous le disais, c'est que vous avez aujourd'hui un monde qui a été complètement bouleversé. Nous avons assisté depuis la fin de l'Union soviétique et la fin de la bipolarisation à l'émergence d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis qui se sont érigés en gendarmes du monde. Et surtout depuis la conférence de Dayton qui a mis fin à la guerre en ex-Yougoslavie. Et là, nous sentons quand même de plus en plus une emprise américaine sur tout. Et nous sommes presque scrutés. Vous savez, les gens ont peur même de parler au téléphone avec le développement technologique. Et on est scruté sur les réseaux sociaux, Facebook et puis les autres, etc. Puis on se pose des questions de dire est-ce qu'on va être écouté, suivi, etc. Vos transactions financières depuis le 11 septembre, vous savez, on est traqué de partout. C'est que vous faites n'importe quelle transaction, elle est scrutée par le compliance et par les États-Unis, avec le système aussi des sanctions. En parlant des sanctions, aujourd'hui, la toute-puissance américaine édicte et distribue, moi je dirais, des sanctions avec un caractère extraterritorial pour détruire tous ceux qui ne respectent pas ces positions. Nous savons qu'il y a des sociétés françaises qui ont été sanctionnées, il y a des banques françaises qui ont été sanctionnées par des milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'elles ont commercialisé avec des pays qui sont placés sous sanctions américaines. Donc, il y a ce sentiment où on est complètement étranglé. Jusqu'au moment où, malheureusement, il y a une guerre qui a éclaté. Moi, je suis contre la violence, contre la guerre. C'est ce qui se passe en Ukraine. Autrement dit, c'est cette guerre américaine contre la Russie sur le territoire ukrainien, mais je dirais cette guerre américaine contre la Russie et l'Europe sur le territoire ukrainien, parce que qu'est-ce qui a payé le plus? Ce sont les Européens et les Ukrainiens surtout. Les Russes, militairement, bon, ils ont quand même eu des pertes. Mais là, il y a un réveil, et qu'est-ce qu'on voit? Il y a un espoir de voir un nouveau monde libre émerger, multipolaire. Et c'est cette idée-là de ce nouveau monde libre, parce que moi j'étais membre de la Woke World Anti-Communistic, c'est-à-dire la Ligue internationale contre le communisme qui a été créée par Chiang Kai-shek. Et je luttais contre le communisme, contre le totalitarisme. Et j'étais
pour le monde libre, qui était dirigé par les États-Unis, où on pouvait parler librement. Alors que je voyais les gens dans les pays de l'Est sous le communisme qui avaient tellement peur, qui prenaient le risque, plutôt le soin d'aller dans les forêts pour pouvoir négocier, pour pouvoir parler tout librement. Aujourd'hui, c'est le contraire. J'ai l'impression que l'ancien monde libre vit dans une dictature sans dictateur apparent et que l'ancien monde totalitaire devient progressivement un monde libre où il y a une liberté d'échange, il y a une liberté d'expression, une liberté de parole qu'on ne retrouve pas ici au sein de l'Europe occidentale. Et quand vous voyez des chaînes interdites, Sputnik, RT, les chaînes arabes interdites en France, en Europe. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de la liberté d'expression. Mais où est cette liberté d'expression? C'est ça, en fait, que je trouve terrible. Et donc, nous avons une lueur d'espoir. Et j'ai travaillé sur cette idée avec mon ami Alexandre Douguine, d'ailleurs qui a perdu sa fille peut-être à cause de cela. Et nous avons pensé lancer un mouvement des russophiles, des gens qui partagent nos idées pour essayer de redresser la société internationale qui aspire de nouveau à cette liberté, à ce nouveau monde libre qui est en train d'émerger, et puis d'assurer un nouvel équilibre. D'où cette idée qui a émergé, qui a été rejointe par plusieurs personnes, et surtout sous l'impulsion de M. Sergueï Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères de Russie. Et le 14 mars 2023, nous avons lancé le mouvement international des russophiles, qui est présidé par M. Nikolai, donc qui est bulgare, qui est à la tête de cette organisation. Et votre serviteur, je suis vice-président. Et notre objectif, c'est de démontrer qu'il y a toute une propagande contre la Russie. Et la Russie, c'est comme la Chine, comme l'Iran, comme la majorité des pays de la planète, veut la préservation des identités nationales, le travail, si vous voulez, pour la protection de la souveraineté des États, le respect du droit international public. Vous avez dit tout à l'heure que j'ai enseigné le droit et j'ai démissionné donc de mes fonctions, surtout à la BU Boston University, quand j'ai vu comment les Américains sont intervenus en Irak la première, mais surtout la deuxième fois, en 2003, en bafouant le droit international public. Aujourd'hui, le droit international public, c'est une pure théorie, mais il n'a plus d'application. Comment voulez-vous qu'on apprenne cela alors à des étudiants qui vous posent des cols, qui vous disent ce que vous nous apprenez, nous ne le voyons pas dans la pratique. Et c'est la raison pour laquelle la Russie et ce nouveau monde libre qui est composé de la majorité des pays de la planète. Vous avez la Russie, vous avez la Chine, mais vous avez aussi l'Inde, qui est une puissance démographique aussi bien que la Chine, et encore plus importante, je dirais, que la Chine. Vous avez également le Pakistan, vous avez tous les pays asiatiques, vous avez les pays arabes, les pays du Moyen-Orient, vous avez toute l'Afrique, vous avez l'Amérique latine. Et nous sommes en train, petit à petit, de créer de nouveaux organes, qui sont les BRICS, etc., et je vois que ce monde est en train de plus en plus de montrer cette nouvelle bipolarisation entre cet ancien monde libre qui est devenu ce monde anglo-saxon qui est dirigé par les États-Unis et une petite partie des pays de la planète, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, peut-être le Japon et quelques pays de l'Union européenne. Mais il y a certains qui ne sont pas à 100%, comme la Hongrie, etc. Même la France, je dirais, ça commence un peu à basculer, mais vous savez, la France, on lui met un couteau devant la gorge. Quand elle s'approche, elle a mal, et si elle va très loin, on lui tranche la gorge. Et c'est d'ailleurs le président français qui a dit que l'OTAN était dans un état comatique. Et on lui a créé, il y a eu après les gilets jaunes, etc. Donc ça s'est calmé. Et puis après, quand il y a eu le fameux conflit avec l'Australie pour les sous-marins. Et donc, il a menacé les Américains de se retirer de l'OTAN parce que il soupçonnait, il avait quand même la certitude que les Américains étaient derrière cette crise. Et puis aussi, donc, il y a eu donc sa fameuse déclaration. Après, il était obligé de revenir. Donc, la France, elle a tellement peur. Et puis, il a
montré son intention d'aller se rendre en août dernier au sommet donc en Afrique du Sud des BRICS. Et puis les BRICS, entendez, vous choisissez soit le nouveau monde libre multipolaire, soit ce petit monde, ancien monde libre, qui est téléguidé, moi ce que j'appelle, c'est le monde anglo-saxon, contre, en fait, la majorité des pays de la planète. Et tout a été sous l'impulsion de la Russie. La Russie qui est à la fois protectrice des identités nationales. Nous avons vu que c'est grâce à l'intervention de la Russie que la Syrie a pu préserver ses institutions, alors qu'elle a eu des attaques de la part des islamistes, de la part d'un projet politique qui visait la dislocation de la Syrie comme ça visait en 1975, la dislocation du Liban, et qui avait ce plan, ce fameux plan Kissinger. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ce fameux dîner avec Henry Kissinger, qui me disait que voilà, oublié, et qui avait ce projet d'effritement, d'émiettement et de création d'entités qui veulent se déchirer et se battre ensemble, et dans l'intérêt des États-Unis, et préserver l'intérêt des États-Unis sous la fameuse formule de divide et imperare, divise pour mieux régner. Et c'est pour ça, et là c'est très intéressant à savoir, c'est que aujourd'hui la France n'a pas intérêt à suivre la mondialisation qui est prônée et dirigée par l'adversaire historique et traditionnel du monde francophone, de la France et du monde catholique, du monde orthodoxe, qui est le monde anglo-saxon, et qui est aujourd'hui dirigé par les États-Unis avec le cerveau qui reste toujours à Londres, qui reste toujours en Angleterre, et qui a pour objectif de lutter contre les intérêts français. Aujourd'hui, il y a une politique masochiste de la France. Donc, nous avons rompu nos relations avec nos amis traditionnels, que ce soit en Russie, que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban, que ce soit toute l'Afrique, l'Asie. Et c'est une politique qui veut retrancher la France à l'intérieur de ses frontières, et encore, si elle va pouvoir avoir une frontière et un pays comme nous l'avons toujours vu depuis 1000 ans. Très bien. Merci beaucoup, Eliatem, pour avoir accepté cette entrevue. J'étais ravi de vous recevoir. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la commenter, visiter notre toute nouvelle page de dons qui est très propre et très facile d'utilisation. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Parti de la France. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Telegram pour ne pas rater nos émissions tous les jeudis soirs en direct.